Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième Simplon Off. Trois très belles nouvelles aujourd'hui. La première, c'est que c'est le troisième Simplon Off. Le premier était sur le low code, le deuxième sur le hacking éthique et le troisième, qui va commencer dans quelques instants, est sur la sécurité en mode DevOps, sujet tout à fait passionnant et que Simplon est fier de vous présenter. La deuxième belle nouvelle, c'est que nous sommes en direct du Maroc, à Safi. Simplon est au Maroc depuis 3-4 ans maintenant, avec une première fabrique qui a ouvert à Youssoufia, pas très loin de Safi. Nous avons une troisième fabrique qui a ouvert il y a quelques semaines à Tanger et d'autres qui sont en cours d'ouverture dans le sud marocain. Voilà, nous sommes très fiers d'être dans ce beau pays et le live d'aujourd'hui est à distance bien sûr, mais aussi avec quelques-uns de nos apprenantes et nos apprenantes de Safi sur place, donc au Maroc. Et la troisième belle nouvelle, c'est que nous accueillons Hicham Tolima, qui est expert en cybersécurité, qui est notre conférencier de ce soir. Hicham est né au Maroc, a grandi au Maroc et en France. Et donc voilà, il est au Maroc pour cette conférence de ce soir et c'est la troisième très belle nouvelle. Donc je passe tout de suite la parole à Hicham en lui souhaitant la bienvenue à Safi, chez lui et à Simplon Maroc. À toi de jouer. Merci beaucoup François. Donc le topic d'aujourd'hui, on va essayer de vous présenter un peu le concept de DevSecOps, qui est en gros l'intégration de la sécurité dans le milieu DevOps. Donc ce que je vais essayer de faire tout au long de cette présentation, c'est d'essayer de pouvoir vous intéresser un peu dans le monde de la sécurité, même si c'est un monde assez compliqué, un peu fantasmé, on va dire. Donc déjà, avant de commencer, j'aimerais bien remercier François déjà pour l'introduction. Simplon au Maroc de m'avoir accueilli avec son directeur Si Abdelaziz et toute l'équipe Simplon Maroc de leur gentil accueil. Et l'idée après, c'est simplement de pouvoir vous présenter un peu ce monde un peu compliqué, un peu fantasmé de la sécurité et comment vous pouvez intégrer la sécurité dans vos process un peu DevOps et donc toute cette mouvance DevOps qui vous permet d'accélérer les choses et de développer plus sûrement et plus rapidement dans l'optique de faire ce qu'on appelle de la sécurité baked in. En gros, de la sécurité en prévention au lieu que ça soit à la fin, en fin de cycle. Voilà. Donc, je vais essayer de me présenter rapidement. Donc voilà, comme le disait François, je suis natif du Maroc. J'ai grandi ici. Une fois que j'ai eu mon bac, j'ai fini mon cursus en France dans une école qui s'appelle l'ISIMA, Clermont-Ferrand. Je suis ingénieur en informatique, spécialisé en SI. J'ai eu la chance de faire un double diplôme en management. Donc j'ai un peu cette double casquette, que ce soit technique et en même temps opérationnel, on va dire. Donc pour mon premier job, j'ai essayé de travailler un peu dans ce qu'on appelle maintenant le data science, donc tout ce qui est analyse de données. Vous entendez parler de big data, d'intelligence artificielle, voilà. Donc c'était en 2011. J'ai grandi dans ce milieu-là et j'ai continué dans ce milieu-là. Donc je travaille dans le conseil, dans le développement et les projets d'implémentation d'analyse de données, décisionnelle et ainsi de suite. Donc je travaille un peu pour différents groupes, que ce soit pour le bancaire, que ce soit pour l'industrie aéronautique. Voilà. Enfin, j'ai pas mal voyagé en France. Juste après ça, j'ai rejoint un peu mon amour premier qui est de la sécurité informatique au sein d'un cabinet de conseil, un Big Four, comme on les appelle. Et je faisais de l'audit technique. Donc, que ce soit ce qu'on appelle maintenant le pen test et aussi l'audit organisationnel, tout ce qui est ISO 27, tout ça. Donc, je ne vais pas trop vous rabâcher les choses. Mais le plus intéressant aujourd'hui pour vous, c'est que je me définis un peu comme ce qu'on appelle un storyteller. Je raconte des histoires. C'était un peu mon surnom en école d'ingé. Je suis un peu le vendeur de tapis, on va dire, et que ça m'a permis de pouvoir développer un peu mes capacités en communication, non seulement en tant que responsable communication d'une association qui s'appelle Hackers Voice, qui est un peu l'association la plus ancienne de hackers en France, l'ASSO 1901, mais aussi
en tant qu'enseignant vacataire dans différentes écoles, que ce soit pour l'INA, par exemple, l'Institut national de l'audiovisuel, pour Cergy-Pontoise, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui m'a permis un peu de développer un peu tout ça, et aussi enfin, toute cette capacité de communication. Et j'ai donné des conférences un peu partout en France et un peu partout dans le monde, que ce soit en Espagne, en Tunisie, sur ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, donc après une expérience dans les startups en tant que CTO, je suis chercheur indépendant. Et donc je travaille principalement dans ce confluent de la sécurité, de l'analyse de données et de l'Ops. Donc c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui qui est un peu l'intégration de tout ça entre le DevOps et la sécurité. Mais ce que vous raconte un peu ce CV, je vais essayer de vous raconter un peu ma petite histoire et comment je suis tombé dans la soupe, entre guillemets, euh, bien avant l'heure. Là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est un peu le premier code que j'ai publié sur Internet. Ça, c'est un peu l'ancêtre de GitHub. Ça s'appelait codesource.com. C'était un peu VB France, c'était là où on déposait un peu nos codes. Et j'ai eu la chance d'avoir un papa qui a vu le potentiel de l'informatique et du développement à cette époque-là. Pour vous donner un ordre d'idée, mon premier PC, c'était un Pentium MMX 166 MHz avec 512 de RAM et 1 Go de disque dur. Donc, j'ai commencé un peu tout petit à coder. Donc là, c'est un code de 2002. Donc, c'est un code qui vous montre un peu, même avec des petites fautes d'orthographe et tout, que j'ai commencé dans le développement assez jeune, même dans le développement, mais aussi avec une partie sécurité, vu que le code, en tant que tel, c'était le fait de détecter un debugger au niveau d'un programme, et c'était en Visual Basic. Voilà. Donc, ça remonte un peu. Si on fast forward un peu une dizaine d'années après, j'étais consultant sécurité et j'étais aussi en même temps professeur vacataire à la LP2W, donc c'était à Cergy-Pontoise. Et c'est là où j'ai découvert un peu le monde du DevOps. Avec un élève qui me disait est-ce que vous connaissez les machines virtuelles? Est-ce que vous connaissez Docker? Et j'ai écrit une série d'articles, on va dire, à partir de 2016, une espèce de prémonition, on va dire, de l'intégration de la sécurité dans ce milieu DevOps. Et en même temps, vu que j'étais dans une startup en tant que CTO, je voyais vraiment le développement de la technologie DevOps et de Docker et ainsi de suite. J'en parle un peu plus en détail après. Un peu comme un journal de bord qui était pour moi à la base juste un moyen de poser des mots sur des technologies qu'on ne maîtrisait pas encore comparé à aujourd'hui. Donc ça vous donne un peu... je suis un peu vieux dans l'histoire, on va dire. Voilà. Pour vous faire un rapide topo de la différence entre les conteneurs, les VM, donc je pars du principe que vous comprenez un peu le principe de virtualisation qui est juste, pour vous la faire courte, le fait de créer une machine dans une machine. Donc une VM, c'est tout simplement une machine qui va nous permettre de scinder ou de scinder justement l'exécution des différents programmes qu'on fait sans utiliser des machines physiques. Voilà. La grosse différence entre les VM et les conteneurs avec ce que vous connaissez comme Docker et ainsi de suite, c'est simplement le fait qu'on va essayer d'abréger des couches du type l'OS, le guest OS et ainsi de suite. On va essayer de les fédérer autour d'un seul socle commun, on va dire, pour pouvoir tout simplement aller plus vite et déployer des machines virtuelles plus facilement et ainsi l'intégrer dans la vitesse DevOps. Donc l'idée derrière, qu'est-ce qu'on entend parler par DevOps? C'est tout simplement l'intégration de deux mondes qui ne se parlaient pas trop, en fait, entre le monde du développement et le monde de l'opérationnel, de comment on gère une machine au niveau de la production. Donc dans le monde du dev, vous avez GitHub, vous avez Maven, vous avez différents packages de testing. Donc là, dans ce cas-là, c'est du Jenkins, qui est spécifique à du Java, mais pas que.
De l'autre côté de l'Ops, donc la gestion de machines tout simplement, avec la configuration, avec du déploiement, et aussi maintenant avec tout ce qui est cloud, donc que ce soit du Amazon, du Azure et ainsi de suite. Tout ce mouvement-là a essayé d'accélérer un peu les choses et d'essayer de pouvoir développer plus vite, toucher plus vite, écrire de nouvelles fonctionnalités plus vite, et de les intégrer le plus rapidement et les envoyer aux clients le plus rapidement possible. Mais vous vous doutez bien que c'est un espèce de cercle vertueux qui va permettre de pouvoir partir du code source directement jusqu'au déploiement en accélérant un peu les choses, parce qu'avant, c'était voilà, fallait développer le code, fallait le tester, et ça prenait du temps. Donc là, typiquement, avec toute la technologie DevOps, que ce soit pour les conteneurs ou pour l'intégration continue, ça permet de pouvoir automatiser tout simplement tout le process qu'on appelle CI, donc Continuous Integration en anglais, qui est l'intégration continue, et c'est ce qui a donné le développement continu. Donc ça va du source code vers le build, vers le testing et vers le développement. Donc ça fait un cercle vertueux qui va aller du plain, code, build, test, avec toute la partie release, deploy, operation and monitoring. Donc si je vous parle un peu de tout ça, je vais essayer de donner un peu ma petite histoire personnelle avec l'intégration de la sécurité dans tout ça. Ça, c'est une image qui est assez percutante dans notre milieu, parce que le monde du DevOps, c'est un peu l'unicorne. Dans le monde de business, ça accélère tellement, c'est tellement rapide au niveau développement, et ça touche très rapidement les clients finaux, que la partie sécurité est un peu oubliée. Et donc cette image un peu de DevOps, un peu c'est l'unicorne, et la partie sécu, c'est un peu à nous de faire tout le travail de cleaning, de nettoyer un peu derrière. C'est ce qui a un peu accéléré les choses pour pouvoir tout simplement intégrer la sécurité dans le DevOps. Avant de vous parler un peu de sécurité, je vais essayer de vous montrer plus ou moins globalement ce qu'on appelle la cybersécurité. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ici, vous voyez que le monde de la cybersécurité, c'est un monde assez vaste qui va de l'analyse du network, donc du réseau, jusqu'à l'analyse de l'information, on appelle ça de l'information security, et de l'engineering, enfin de la security engineering. Dans ce schéma-là, ça vous donne le nombre de certifications qu'il faut qu'on passe dans ce milieu-là, et ça vous donne c'est quand même assez mastoc et c'est assez énorme. Donc pour simplifier un peu les choses et pour vous donner une image, c'est cette image que j'ai essayé de développer tout au long de ma carrière entre guillemets de conférencier, c'est de vous donner une image de comparaison entre le monde de la sécurité informatique et le monde de la médecine. Je m'explique. Il y a une cote assez connue dans notre milieu d'une chercheur en sécurité, une personne qui s'appelle RN, je crois, qui a simplement dit que les hackers, dans le sens global, c'est le système immunitaire d'Internet. Donc, il faut nous imaginer un peu comme les médecins d'Internet, on va dire. Voilà. Et donc, cette image est très percutante parce que vous avez des choses comme le serment d'Hippocrate, auquel tous les médecins prêtent serment. On a là même un peu au niveau hacker, c'est ce qu'on appelle le manifeste du hacker. Et le parallèle, au fait, il ne s'arrête pas là. C'est que vous avez carrément des procédures, on va dire, au niveau de la médecine qu'on utilise, nous, au niveau de la sécurité informatique. Je m'explique. Dans ce slide-là, vous voyez ce qu'on appelle l'étoile de la vie, Star of Life. Et ça vous donne vraiment, au niveau médecine, comment on gère une maladie. Donc ça va de l'étape 1, c'est la détection, early detection, c'est la détection en amont, le reporting en amont et la réponse en amont. Donc, histoire de faire de la prévention, entre guillemets, et c'est, dans notre contexte un peu de Covid, c'est très pertinent parce que, histoire d'éviter une contamination au niveau de cette pandémie, on essaie de faire des mesures de prévention pour, justement, avoir le moins de cas possible.
Voilà. Et donc, grosso modo, je vais essayer de vous montrer un peu le parallèle qu'on a entre la sécurité et un peu le monde de la médecine, en vous parlant un peu de mon expérience personnelle, enfin professionnelle, on va dire, euh, quand je travaillais dans la sécurité informatique et je faisais des audits. Donc, quand j'intervenais dans un projet de développement, la plupart du temps, c'était un peu en opération pompier. Je m'explique. Au début du cycle de développement, j'intervenais pour voir un peu où ça en allait. Donc, on va commencer un peu, entre guillemets, en parallèle l'audit de sécurité, alors que vous, en tant que développeur, vous continuez à développer, à casser du code, à réécrire du code, à refactorer du code. Nous, quand on teste au niveau audit, on teste à une image T. Sauf qu'à T plus 1, bah, votre application, c'est un peu comme un organisme vivant, il a évolué. Et vu qu'on n'a pas, entre guillemets, suivi l'évolution technique de votre développement et qu'on a trouvé, par exemple, des failles, bah, ici, dans notre petit schéma, on va dire, ah bah, on a trouvé des failles à la ligne temps et machin chouette. Bah, ce qui se passe, c'est que vous, au niveau de développement, vous avez déjà avancé dans le développement, vous avez déjà avancé dans les fonctionnalités. Peut-être que cette fonctionnalité, on a trouvé la faille. Bah, en fait, elle a tout simplement été refactorisée et que cette faille-là n'existe plus. Donc, on a une espèce de décorrélation entre votre avancement à vous, en tant que développeur, et notre analyse en tant que chercheur ou auditeur à un instant T. Et donc, ce qui se passe, c'est que des fois, bah, peut-être qu'on a trouvé des failles à une version 1, mais à la version 2, cette faille-là a été corrigée, et que bah, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de cette version 2, il y a d'autres vecteurs d'attaque, on appelle ça comme ça dans le monde de la sécu, d'autres failles qui ont été découvertes et qu'on n'a pas encore justement découvert. Et que bah, tout ce que vous faites, c'est que vous pushez sur de la prod sans avoir retesté en tant que tel. Et donc, c'est cette désynchronisation, entre guillemets, entre le monde du développement et le monde de la sécurité et de l'audit qui pousse un peu vers une intégration en tant que telle au plus proche du code. En anglais, on dit pushing to the left, c'est essayer d'aller au plus proche du code pour pouvoir tester en amont la sécurité de vos applications et donc du coup faire de ce qu'on appelle la security by design. C'est qu'en gros, on va essayer d'implémenter, que ce soit des outils automatiques, mais aussi des implémentations de procédures de sécurité qui va permettre de pouvoir sécuriser, enfin, je dis plusieurs fois sécu, mais c'est un peu le topic de la chose, qui va essayer de sécuriser l'application au plus profond avant même de la pusher vers vos clients et vers vos prod. Et donc, ça donne un peu ce cercle vertueux où on passe du développement vers le test et vers le développement, et vers le déploiement, vers de la pré-prod ou de la prod, par exemple, à juste à rajouter une espèce de couche de sécurité juste après le développement, le déploiement en staging, donc en pré-prod. Ça, c'est une brique en plus qui va pas trop coûter en termes de charge et qui va accélérer un peu toute cette thématique-là et intégrer vos procédures de sécurité et rendre vos équipes sécurité plus contents et surtout éviter en amont de vous retrouver avec des failles qui risquent non seulement de mettre en danger votre application, mais aussi tout l'écosystème qui tourne derrière. Donc, ça peut chiffrer des fois avec quelques millions d'euros. Et non seulement des failles, mais aussi typiquement avec tout ce qui se passe maintenant avec le RGPD et ainsi de suite, si on arrive à détecter par exemple des fuites de données personnelles, bah, ça évitera de se retrouver avec des amendes parce que les tests n'ont pas été faits en pré-prod ou en prod et ainsi de suite et risquer de faire perdre des millions d'euros à vos entreprises respectives. Voilà. Pour vous résumer, si vous avez une chose à garder en tête, c'est un peu l'évolution du Pokémon, on va dire, c'est que on passe de l'Ops au DevOps et au DevSecOps, avec cette image-là que je trouve pertinente, où l'Ops, à la base, c'est un peu une cellule où toute la mécanique biologique marche,
jusqu'au DevOps, où justement c'est du cross-functional. C'est en gros, c'est différents teams de différentes spécialités qui arrivent à discuter tout simplement avec un langage commun qui s'appelle le code. Et donc l'évolution du DevOps vers le DevSecOps, c'est tout simplement une évolution un peu naturelle des choses, où on va intégrer la sécurité en amont dans vos process DevOps et qui va vous permettre de créer justement cette sécurité en amont et faire comprendre l'intérêt de la sécurité non seulement aux développeurs, mais aussi aux opérationnels et aux personnes spécifiques qui gèrent la sécurité informatique en tant que telle. Donc, pour vous résumer, le DevOps, c'est pas juste le DevSecOps, pardon, n'est pas juste une espèce d'impilation de différents outils automatiques. C'est un moyen, une espèce d'excuse pour faire discuter les gens d'Ops avec les gens de développement, avec les gens de sécurité autour d'un seul et même code, tout simplement. Donc après, voilà, c'est une espèce de comique qui va vous expliquer un peu l'évolution de la chose, mais l'idée derrière, c'est que je vais essayer de vous montrer du code, tout simplement, et pas juste parler, talk is cheap, show me the code. Je vais essayer de vous faire une espèce de live démo pour vous montrer un peu dans un cas spécifique qu'est-ce que j'entends parler par le DevSecOps, en espérant que ça soit un peu plus percutant un peu pour tout le monde. Hop, donnez-moi 2 minutes. Hop, juste, tac, tac, tac. Voilà. Donc ici, vous devriez plus ou moins reconnaître l'interface que vous voyez en face. C'est GitLab. GitLab, c'est un peu votre GitHub personnel, on va dire. Et ce qui est intéressant avec GitLab, c'est que ça intègre justement des process de pipeline. Je vais détailler un peu tout ça. Des pipelines qui vous permettent de pouvoir non seulement héberger votre code, mais aussi héberger votre code, mais aussi à la sauce GitHub, de créer des issues et de discuter autour du code des différentes... Voilà. Hop. Hop, le temps que ça remette. Voilà. Donc, discuter autour du code pour pouvoir un peu sécuriser votre application le plus en amont possible. Donc, j'ai pris l'exemple d'une application PHP qui va... donc, pour ceux qui savent lire un peu le PHP, je vous montre un peu le source code. Il n'y a pas beaucoup de lignes, hein, voilà. C'est simplement une page web, je vous la montre rapidement. Ah. Les aléas du direct. Je vais juste vérifier que l'application marche bien. Yes. Voilà. Ah, voilà. Tac, 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 tac.
Voilà, c'est une application toute simple, hein. C'est juste une page web avec une page principale, du About Us, à propos de nous, comment nous contacter, et upload une image. Voilà. Donc le code source est très simple, 29 lignes, et l'idée c'est de vous montrer un peu comment créer un pipeline, donc toute la partie du développement jusqu'à le déploiement. Ça se fait un peu magiquement avec un fichier qu'on appelle GitLab CI. Et bien, ce fichier GitLab CI va un peu émuler toute votre étape du développement jusqu'à le déploiement en ligne. Donc, je m'explique. Ici, il y a différents stages. Je commence par un lint du code source, histoire de vérifier que le code source marche bien. Exacat, c'est une application qui permet de scanner vos codes sources PHP. SonarCube aussi. On va essayer de le déployer et après, au final, faire un scanner de vulnérabilité. Donc voilà. Ça, c'est que du code. L'idée, après, derrière, c'est tout simplement de vous montrer que ce soit compréhensible non seulement par des développeurs qui vont l'écrire, mais aussi par des gens opérationnels, mais aussi par des gens de sécurité qui vont vous aider à améliorer justement ce processus. Donc là, c'est tout simple. J'utilise des conteneurs Docker qui vont nous permettre de pouvoir faire toutes ces étapes-là en niveau pipeline. Donc le lint, ça utilise une application qui s'appelle PHP Lint Fix. Je l'appelle avec PHP CS Fixer, Fix et le projet. Pareil pour Exacat. Je vais dire faire la version, l'init, le projet, et ainsi de suite. SonarCube, pareil. Je pars d'une image Sonar Source, Sonar CLI. Sonar CLI, j'appelle le Sonar Scanner pour pouvoir faire les choses. Ça sera un peu plus clair une fois que j'aurai exécuté tout ça. Je déploie l'application et je la scanne après derrière. Donc, comment ça marche? Ben, c'est tout simple. Au niveau de GitLab, vous avez un menu CI/CD qui va tout simplement exécuter ce code que vous venez de voir. Le temps que ça charge. Voilà. Donc ça, c'est une pipeline que j'ai faite il y a un peu moins de 7 heures pour vous montrer un peu les différentes étapes. Donc ce que ça fait, voilà. Toutes les étapes qu'on a montrées tout à l'heure, ben, ça se répercute ici. Donc si on part sur l'int et que j'appuie dessus, ça va vous montrer au fait toute l'exécution Docker de l'application. Et donc ici, ça va permettre ça vous montre un peu l'exécution Docker. Voilà ce qu'il a fait. Il a récupéré les sources code et il a fixé tous les files. Je repars derrière. Donc ça, le lint, c'est ce que vous faites en tant que développeur. Exacat, ici, ça va me permettre de pouvoir analyser l'application. Et donc analyser toutes les sources PHP de cette application. Donc voilà, c'est comme si vous exécutez Exacat sur votre ordinateur, sur votre code source, bah, sauf que ça le fait sur un conteneur Docker directement au niveau de votre GitLab. Donc ici, voilà, Exacat version, pour pouvoir montrer la version de cette application-là. Les différents paramètres d'Exacat. Tac, tac. Là, ça va initialiser le projet avec le dossier Git. Il va récupérer l'application. Et je lui dis, bah voilà, Exacat Project, vérifie ce qui se passe. Donc là, il a toute une série
une batterie de tests de compatibilité, pardon, avec les différentes versions de PHP, et il va essayer de trouver est-ce qu'il y a des erreurs non seulement sur votre code PHP, mais aussi sur les différentes fonctions que ça existe. Vu que le code est assez simple, 29 lignes, bah, ça le fait assez rapidement. Et ce qui est intéressant, justement, avec l'intégration CI/CD, c'est qu'on peut carrément récupérer le résultat directement au niveau de votre GitLab. Et donc, ça permet de pouvoir un peu suivre, entre guillemets, l'évolution des différents scans que vous faites au cours de votre développement. Donc là, c'était Exacat. Je repars sur le pipeline et je continue. SonarCube, bah c'est pareil, sauf que cette fois, c'est pas une exécution en ligne de commande, c'est carrément une application qui va garder un peu la trace de toute l'analyse de votre code, que ce soit au niveau PHP, mais au niveau sécurité. Je la lance pour être un peu plus clair dans ce que je vous raconte. Hop. Tac. Tac. Allez. Okay. Yes. Ah. Bon, je vous montre un peu l'arrière du décor, pour ceux qui vont reconnaître un peu au niveau de vos écrans, dès que ça sera affiché. Voilà. Donc Proxmox, c'est un environnement de virtualisation. Donc là, la machine, le GitLab que vous avez vu, c'est une machine virtuelle ici, que j'ai montée avec différentes choses. Là, ce que je vais essayer tout simplement de faire, c'est de rentrer dans cette machine virtuelle-là. Tac, console. Voilà. Si je veux bien me rendre la main. Ok. Marcube, voilà. Ok. Voilà.
Donc, voilà. Donc SonarCube, c'est un scanner open source qui va non seulement scanner votre application, mais faire ce qu'on appelle du quality en continu. Donc ici, dans notre cas, le projet que j'ai fait analyser, à chaque push de votre code au niveau de votre GitLab, bah, ça va non seulement exécuter toutes les étapes qu'on a montrées au niveau du pipeline, mais aussi garder un historique de tous les scans qui ont été effectués. Donc ici, dans notre cas, le code va me montrer les issues, donc les différentes failles entre guillemets qu'il a trouvées. Donc voilà, le nouveau code qui a été pushé. Et au niveau global, il avait trouvé 10 bugs. Vous remarquerez ici qu'il n'y a pas vraiment de problème de sécurité, on va dire. Il n'y a que des fautes entre guillemets stylistiques, comme ajouter un attribut alt au niveau de votre image, insérer un doctype de la déclaration au niveau HTML, et ainsi de suite. En espérant que ça soit clair et visible au niveau de votre live. Voilà. Et donc, une fois que ce sonar a été analysé, on va le déployer sous forme Docker. C'est ce que vous avez vu ici. C'est votre application web app LFI ici. Et au final, une fois qu'elle est déployée, un autre scanner automatique, OASP, ZAP, vous trouvez tout ça disponible sur le net, qui va encore passer non seulement une analyse au niveau de votre code, mais au niveau de l'exécution de votre code. Donc dans ce cas-là, il ne va pas analyser le code source, mais le serveur web, comme ce qu'il est affiché ici. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il va analyser une autre partie. Donc c'est un peu la partie Ops. Il va analyser le code affiché au niveau de l'écran. Donc il va trouver des choses comme voilà, des cookies, du NoHTTP, du Xframe, Xcontent, des leaks de la version de votre serveur. Donc là, il va analyser l'adresse IP, il va dire, bah, tiens, il n'y a pas de robot.txt, le sitemap, et ainsi de suite. Et donc, vous donnez un peu une première vue sur la sécurité de votre application. Donc, j'ai un peu triché dans ce code. Je sais qu'il y a une faille à l'intérieur. Mais vous avez remarqué que les différents tests qu'on a effectués avec les outils automatiques n'ont pas trouvé cette faille-là. Tout ça pour vous dire que, bah, au fait, ça ne va pas remplacer, entre guillemets, mon métier d'analyse de sécu. C'est tout simplement que notre métier en tant qu'auditeur et en tant que spécialiste et chercheur en sécurité, c'est de trouver la faille que les scanners automatiques ne trouvent pas. Donc, pour être un peu plus compréhensible et que ce soit un peu plus percutant, c'est au niveau de cette partie d'upload de votre image. Donc là, normalement, si je sélectionne une image à uploader, si elle veut bien me donner la main, voilà. Donc, je vais prendre cette image d'éléphant. Je vais l'intégrer et je vais uploader l'image. Tout ce que fait l'application, ah ben voilà, c'est raté. Tac.
Voilà. Ouais. Je vais redéployer l'application pour que ça soit plus simple. Là, vous avez en live comment on fait pour pouvoir corriger des erreurs. Donc, qu'est-ce que ça fait au niveau du déploiement? Ça va récupérer les sources et ça va... Donc là, ce que vous avez vu au niveau de mon invite de commande, j'ai fait la même chose ici. On va tout simplement faire un retry et ça va déployer l'application automatiquement. Voilà, ça récupère le code source. Là, il existe. OK. Tac. On va retry. Voilà, cette fois, ça a l'air de marcher. Je refais un Docker pour voir. Voilà, l'application a été déployée. Normalement, cette fois-ci, ça devrait aller. Voilà, l'application tourne bien. On va la refaire. Upload. Je vais reprendre mon image d'éléphant. Et je vais l'uploader. Voilà. Ça va nous spécifier que le fichier éléphant.gif a bien été uploadé. Pour revérifier, je repars sur mon conteneur. Je vais sur le dossier Uploads. Et vous voyez bien que mon éléphant.gif existe bien ici. En fait, ce qui se passe, c'est que au niveau du code, si je reprends le code source de l'application, si on regarde le fichier upload.php, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va vérifier que l'image qu'on envoie, c'est bien une image. Donc, c'est bien du JPEG, c'est bien de la PNG, du JPEG ou du GIF, et ainsi de suite. Donc, si on upload autre chose qu'une image, bah, ça va me dire, non, mais au fait, ça ne veut que des images. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va ouvrir, je vais vous montrer une petite astuce, on va dire. Ce que vous voyez ici, c'est du code PHP. Donc, c'est du code qui va ouvrir un port. Ce que vous voyez à la fin, c'est que c'est
le nom c'est rev.php.gif. Bah, au fait, on va essayer de triquer, hop, hop. On va essayer d'exploiter cette faille au niveau du code en renommant un fichier qui doit normalement être du code PHP en .gif pour pouvoir passer outre les limitations qu'on a au niveau de notre code pour dire, en fait, exécute ce code-là. Je vais l'uploader. Il va dire, bah, au fait, non, mais c'est bon, le fichier rev.php.gif a été uploadé. Donc, ça bypass toutes les mesures, entre guillemets, de sécurité qu'on a vérifiées pour pouvoir, toutes les mesures de sécurité qu'on a faites pour pouvoir, justement, uploader du code PHP et l'exécuter. Comment on l'exécute? Bah, c'est tout simple. Si vous regardez ici, quand j'appuie sur autre chose que la main, ça va faire un index.php view égal. Bah, au fait, en sécurité, on appelle ça du LFI, du Local File Inclusion. Ce que ça va faire, ça va inclure des fichiers qui sont présents au niveau du serveur. Donc notre index.php, et c'est là où se trouve la faille, au fait, c'est ici. Ça va include var w.html et la variable view. Bah, ce que je vais faire, moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un port 80 au niveau de cette machine simplement, nc-nvlp80. Et au niveau du code que je vous ai montré tout à l'heure, là, ça va communiquer entre guillemets avec l'application. Donc ici, si je reprends, au lieu de mettre about us, je vais faire uploads / je l'avais appelé rev.php.gif. Je vais l'appeler comme ça. Rev.php.gif. Voilà. Et voilà. Si vous regardez en bas, j'étais sur la machine Simplon et j'ai réussi à avoir un shell au niveau de votre serveur web en exécutant une page. Et à partir de là, bah, c'est les mêmes deux shells en fait. Si je regarde, bah, voilà, j'ai About Us, j'ai Contact, je peux m'amuser à créer toto.php ou HTML, tac, j'ai pas le droit. Parce que justement, j'avais sécurisé au niveau du Docker. Et c'est avec ça qu'un attaquant va réussir à au moins voir comment ça se passe au niveau de votre serveur. Et à partir de là, pouvoir rebondir sur les autres serveurs qui hébergent votre application. Donc, pour résumer un peu tout ce que j'essaie de vous dire, en reprenant les choses, grâce à un seul fichier, gitlab.ci, on arrive à émuler tout le process de votre développement jusqu'au déploiement au niveau du code, en pré-prod ou en prod. Là, en fait, il va être non seulement par les développeurs, mais aussi par les gens qui font de la sécurité, mais aussi par les gens de l'Ops, la gestion des serveurs. Et c'est avec ce type de process qu'on va arriver à discuter ensemble pour arriver à sécuriser les applications le plus en amont. Voilà. Donc j'ai essayé de faire au mieux avec ces différentes choses.
histoire de ne pas prendre beaucoup de temps avec ce qui reste. C'est la fin de la conf, pardon, et je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions en espérant que ça soit assez clair pour vous et que le son était assez clair et les slides soient assez clairs. Merci. À vous les studios. Bonjour, donc on a pas mal de questions, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc on en a une que je vais vous lire là. Est-ce que les pratiques DevOps se positionnent en remplacement des audits comme un moyen d'automatiser les audits? Quid des pratiques de bug bounty, audit dans un projet réalisé en mode DevSecOps? Tout le but un peu de la dernière partie que j'ai essayé de vous montrer, c'est tout simplement le fait que l'intégration de la sécurité dans vos process DevOps, ça ne remplace pas un audit. Très clairement. Tout simplement parce que la partie faille que j'essaie de vous montrer, c'est le côté humain qui prime. Et c'est cette expérience, entre guillemets, humaine qui va vous aider à sécuriser l'application. L'intégration de la sécurité dans vos processus automatisés de DevOps, ça va juste enlever ce qu'on appelle les failles les plus béantes pour laisser les failles les plus dangereuses, entre guillemets, aux mains de ceux qui font de l'audit. Et tout simplement, l'intégration de la sécurité au niveau de votre process DevOps, ça va non seulement faciliter votre travail à vous en tant que développeur et en tant qu'opérationnel, mais aussi nous en tant que testeurs en sécurité, parce qu'on va discuter au niveau du code et que ça nous permettra de pouvoir se coller le plus à la réalité du code, tout simplement. Et donc, pour le quid de la partie bug bounty, c'est marrant parce que la startup dont je vous parlais tout à l'heure en introduction, c'est une startup spécialisée dans le bug bounty. Ce que le résumé de tout ça, c'est que l'intégration de la sécurité dans le DevOps peut être, le bug bounty peut être inclus dans cette thématique de DevSecOps, mais ce n'est pas exclusif. Ça va accélérer les choses, mais vos audits avec des personnes physiques qui vont expliquer les choses et qui ont la pédagogie non seulement de trouver les failles, mais aussi de les expliquer, parce que c'est ça le plus compliqué, c'est de les expliquer aux développeurs et aux opérationnels, c'est là la valeur ajoutée entre guillemets de la chose. Je défends ma paroisse, mais c'est un peu le fond de ma pensée, on va dire. D'accord, merci Hicham. Je suis sûr que tu as réussi à convaincre Louis de Simplon. Moi, j'ai une autre question d'Olivier. Voilà. Donc Olivier nous dit « Bonjour, le budget sécu et de manière générale, les mesures de sécurité sont les premiers éléments à sauter en cas de problème. Comment faire pour solidariser le sec au DevOps, puisqu'on peut imaginer qu'en cas de crise, on revienne à un DevOps qui fonctionne bien pour gagner du temps et des ressources, au risque que l'état de crise devienne une norme ?» Ça, c'est spécifique, enfin, c'est globalisé, c'est ce que j'ai remarqué, entre guillemets, dans tous les audits que j'ai fait. Ça revient à, je vais pas dire de la politique interne, mais ça revient à ça. Comment convaincre, pour la faire courte, les décideurs à ne pas faire sauter le budget sécu? Eh ben, c'est tout simplement en leur chiffrant le risque associé derrière. Non seulement le risque sécurité et comment, une fois qu'une application se retrouve piratée, voilà le risque chiffré en tant que tel de votre application. Non seulement au niveau sécurité, mais aussi au niveau RGPD. Typiquement, s'il y a une faille qui va pas problématiser le bon déroulement de l'application, mais qu'il y aura une faille fuite de données personnelles, là, la CNIL et toutes les instances gouvernementales qui surveillent ce genre de choses ont le droit d'imposer des amendes assez conséquentes qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Donc, une fois le leader, vous lui dites, au fait, si on n'intègre pas la sécurité en amont et justement économiser
le coût comparé au risque une fois que c'est arrivé. Une fois que c'est arrivé, vous payerez plus, entre guillemets. Et au niveau du risque associé, il est beaucoup plus grand que faire l'opération de pompier. Je reviens à mon image un peu de médecine. Vaut mieux faire de la prévention que de la chirurgie. En espérant avoir répondu à la question et essayer de les convaincre. Si vos décideurs ne sont pas encore convaincus, envoyez-les-moi. On va essayer de les convaincre le plus. D'accord. J'avais une question de mon côté, Hicham, le fait d'intégrer la partie sec à la partie DevOps, ça augmente le temps de développement de code, je sais pas dans quel ordre de grandeur à peu près. Au fait, toute la partie de l'intégration de la sécurité, une fois que c'est fait, avec le seul fichier GitLab CI que je vous ai montré, le développeur, ça va augmenter en tant que tel son temps de développement, mais ça va peut-être faciliter la revue de qualité de son code. Et pour être plus pertinent, c'est qu'au fait, s'il arrive à trouver une faille, si on arrive à trouver une faille au niveau de son code, le développeur, il comprendra un peu plus vite et un peu plus pertinemment que si je lui faisais une formation de 3 jours pour lui expliquer comment développer sécuriser en PHP. En gros, s'il voit l'erreur et qu'il apprendra plus à son erreur que suivre une formation généraliste. Donc, pour tout le monde, peut-être que ça va limiter entre guillemets au début, mais ça va surtout le permettre de monter en compétence en sécurité et de faciliter son travail et de faire un travail de plus en plus qualitatif. Ok, ben merci beaucoup Hicham. J'ai pas d'autres questions de mon côté. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle et comment elles sont prises. Bon, je pense que les questions ici, on les laissera pour après et je vous rendrai l'antenne, ce sera plus. Merci beaucoup en tout cas, Simplon, François, équipe, pour avoir accueilli en espérant que d'avoir essayé de prêcher la bonne parole de la sécurité aux développeurs, aux formateurs pour qu'ils puissent faire gaffe tout simplement à la sécurité, c'est important. Vaut mieux prévenir que guérir. Ben, merci beaucoup Hicham, c'est bien retenu et puis on vous laisse avec plaisir au Maroc, à sa fille au sein de YouCode avec nos amis marocains pour continuer le débat et aussi avec Kassem qui est le directeur de Simplon au Maroc qui j'espère est avec vous. À bientôt. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Au revoir.